Parce que pour moi, c'était trop dur de marcher comme ça tous les jours. Mais papy nous a ramené des belles images. Ça y est, nous y sommes, le Laos est devant nous, le Mékong nous sépare et nous le traversons en pirogue car ici les ponts ne sont pas nombreux. C'est la fin de la saison sèche, le niveau du fleuve est bas. Notre croisière dure quelques minutes, nous débarquons à Wek Sai où un personnage rondouillard nous attend, Boon notre guide. Direction le poste de douane pour la demande de visa qui nous sera accordée en échange de 30 $ non fripés. C'est la rigueur asiatique. La monnaie locale, c'est le kip. 1 euro, c'est 10 000 kips. Nous sommes millionnaires avec 100 €. Il n'y a que des billets, ça représente du volume. Le déjeuner nous permet de faire connaissance. Notre groupe de 7 est composé de 5 femmes et 2 hommes. Ce petit pays, l'ancien royaume du million d'éléphants, devenu la République démocratique et populaire du Laos en 1975, est fragile. Il fait partie des nations les plus pauvres de la planète, entouré de voisins dynamiques, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge et la Birmanie. Ses habitants savent qu'il est difficile de préserver son indépendance. Il est en majorité de culte bouddhiste. Dans les montagnes, les cultes animistes ont encore de nombreux adeptes.
Nous allons prendre la direction de Muangsing, où nous serons ce soir à quelques kilomètres de la frontière chinoise. Les ethnies se décomposent en 3 groupes. Les Lao Lum, qui sont les Lao des plaines, les Lao Tang, qui sont les Lao des versants, les Lao Sung, qui sont les Lao des sommets, que l'on retrouve surtout dans la partie nord du Laos. Notre premier village. Les Lanten ou Lao Wei appartiennent au même groupe que les Hmong, la famille des Miao Yao. Les femmes portent des jambières. Elles fabriquent du papier à partir de bambou et du coton qu'elles filent après l'avoir laissé tremper dans du lait de coco pour le durcir. Elles le teignent en noir ou en indigo, tiré des fleurs qu'elles vont cueillir dans la montagne environnante. Ban Sod. Ban en laotien veut dire village. Celui-ci est Kamu ou Kmu. Ils sont classés dans le groupe des Lao des versants. Ils vivent dans les montagnes de moyenne altitude, 300 à 900 mètres. Ils sont originaires de Chine et de tradition animiste.
Nous sommes dans un village dont je n'ai pas la connaissance de l'ethnie, mais ils font de jolis tabourets. Les enfants nous suivent pendant toute notre visite. Quel accueil! Bye bye. C'est le temps.เป็นบุญลืมใดที่ได้พบอาย ใส่ดีคนดีรักคือสิ่งที่น้องรอดวงใจมีคนขอมองตัดสินใจแล้วอ่านจะมองอยากให้อายนั้นที่คิดมันหมายน้องก่อน Nous sommes arrivés à Mwansing et prenons possession de notre bungalow, où je prends ma douche. Et c'est là que les ennuis commencent. En m'appuyant sur le lavabo, celui-ci tombe, je le récupère, le flexible se débroche et je me retrouve en petite tenue à remonter le raccord. J'ai dû vider une partie du château d'eau. Aujourd'hui, nous resterons dans l'environnement de notre gîte que nous retrouverons ce soir. Nous partons pour une randonnée dans les montagnes et commençons par découvrir le village de notre petit guide Akka. La tradition animiste se manifeste par deux grandes portes des esprits en bambou, l'une à l'entrée et l'autre à la sortie. Ces portes sont destinées à empêcher les mauvais esprits qui viennent de la montagne de pénétrer dans le village. La principale activité des Akka, connue aussi sous le nom de Iko, était traditionnellement la culture de l'opium. Mais son interdiction leur impose de se tourner vers la chasse et d'autres exploitations forestières. Actuellement, ils plantent les évéas car il y a une grosse demande chinoise de latex. J'ai goûté aux petites pousses de bambou. Eh bien, c'est très bon. Comme les Hmong et les Akka, les Yao font partie de ces groupes d'ethnies qui sont arrivés au Laos lors de ces 200 dernières années. Leur langue est apparentée au chinois, au tibéto-birman. Les bébés ont des bonnets avec des pompons rouges.
Le forgeron est la deuxième figure importante du village. C'est lui qui forge le couteau sacré utilisé par le prêtre des esprits. Donc il est plus important que lui. Elle se promène avec les coussins, les pommes et les adultes. L'eau de la source. Le Lolo, c'est la plus petite minorité dans la région. Ils sont originaires du sud-ouest de la Chine. Ici, ils cohabitent avec des Thaï Dam qui proviennent du nord du Vietnam. Sabali, qui veut dire bonjour, est utilisé ici toute la journée. Notre petit guide Aka est là pour notre départ en direction de Udomsei, qui est la capitale de la province du même nom. Cette ville fut entièrement détruite par les bombardements américains dans les années 70.
On les appelle aussi les tailles noires. On les a vus hier à Bongxing, dans un village qu'ils partageaient avec les Holos. On reconnaît les femmes par le chignon au sommet du crâne, maintenu par un pic en argent serti d'une pièce. Appelés aussi les Miao, ils connurent des débuts paisibles au Laos, vivant en autarcie sur les sommets des montagnes. Avec la colonisation de l'Indochine, ils furent encouragés à produire de l'opium par les Français, qui les utilisèrent pendant la guerre pour leur efficacité en milieu hostile. En 1962, les Américains recrutèrent des guérilleros commandés par le général Vang Pao pour combattre la présence des soldats nord-vietnamiens au Laos. En 1975, Vang Pao s'enfuit aux États-Unis. La communauté s'éparpilla entre les États-Unis, l'Europe, dont 10 000 en France, et la Thaïlande. Ceux qui restèrent au Laos se réfugièrent dans les bois où ils furent traqués par le pouvoir jusqu'en 2006. En 2009, la Thaïlande commença le rapatriement des Hmong vers le Laos. Quand je pose la question à Boone, notre guide, il me répond que la guerre est finie et qu'il n'y a plus de problème.
บอกหักหลอกบ่มีหวังอย่ามาหาทางให้ใจเหี่ยวผู้ชายสมัยใหม่หัวใจมักบิดเบี้ยวสมแล้วบ่เกี่ยวบ่เลี้ยวเคียงกายน้องนี่มาน้ายดูหลายน้องอายผิดหวัง Cette province accueille une importante communauté chinoise composée principalement d'ouvriers venus travailler à la construction des routes et autres infrastructures. La ville est un carrefour incontournable entre la Chine, le Vietnam et la Thaïlande, où le commerce est essentiellement chinois. Ce matin, changement de chauffeur avec un bus plus rustique pour les 60 km de piste en direction de Phong Sa-Li que nous atteindrons dimanche. Ce soir, nous dormons chez l'habitant à Ben Nawei, une grande première pour ce voyage. Pour le moment, nous nous dirigeons vers Sing Sai où nous prendrons la piste. Ils connaissent pas bien, mais un peu plus 80 ans. À l'arrêt, Boone a fait les courses avec le chauffeur pour notre repas de ce midi et ça sera une surprise. En attendant, il nous fait goûter aux algues séchées. Viviane a l'air sceptique. Comme le Laos est très pauvre, ce sont les Chinois qui font les travaux routiers moyennant quelques avantages comme la déforestation. Régulièrement, nous sommes arrêtés pour travaux. Imaginons la vie de ces villages en bordure de piste avec la poussière. Et c'est vrai que lorsque le tapis de goudron se sera déroulé, ce paysage n'aura plus le même charme. Au menu de ce midi, dressé sur feuilles de bananier, verres de bambou mais ils sont frits, bambou, buffle séché, ailes de poulet, riz collant en guise de pain et banane. Bon appétit!
Ce village est un havre de tranquillité. Nous sommes arrivés en pleine fête bouddhiste. L'électricité est là depuis quelques mois. Par contre, l'eau de la rivière ne nous inspire pas. Pour la toilette, ce sera des lingettes. La nuit n'a pas été aussi tranquille que cela. L'alcool de riz avait excité nos amis élus. C'est intéressant de voir le village s'animer au lever du jour. Le feu crépite dans le foyer où le riz cuit. Devant l'épicerie, un petit marché s'improvise et attire les femmes avec leurs bébés. C'est en bus que nous partons pour visiter un village, puis nous ferons une petite randonnée qui nous ramènera au village de Bennaway pour le déjeuner.
Comme ces villages ne sont pas électrifiés, ils utilisent des petites turbines entraînées par le courant des rivières qui leur sert au moins à allumer une lampe basse consommation. อยากคิดมีใหม่หักเดียวพออย่าทำลายอย่าทำใจเพื่อนยังมองมนน้องขอเทพไทยนั้นจงช่วยดลวอนอายจงอย่าเป็นโจรเที่ยวคนใจลูกผู้หญิง Ah, voilà notre serveur. Merci, serveur. วันเวลาผ่านไป Nous reprenons notre piste en direction de Phongsali. Arrêt pour une deuxième nuit chez l'habitant à Bandung, à proximité de Bud Noa. ท้อแท้สิ่งใดฝังใจของดวงมองสายตาบ่งบอกหลอกใจให้ลืมทุกอย่างขีดเส้นความรักวันนั้นลิ้นหลังน้ำตาพ่ายแพ้คนเดียวลันลันลันลันลาลันลาลันลันลันลันลาลา Nous sommes en avance. Le chef du village, qui est le frère de notre chauffeur, n'est pas arrivé. Nous l'attendons patiemment en faisant le tour du village. Bientôt, d'ici quelques mois, il sera électrifié. L'alimentation est là. Ce sera un grand confort pour eux, tant qu'à nous, nous aurons passé une bonne soirée avec l'alcool de riz et la lampe frontale. ใจของนางสร้างประเสริฐหาใครมาจะเทียบเท่าสิ่งเดียวข้าหมายปอง Les appareils. Oui, là, ça y est, je l'ai. On va aller chercher des émeraudes. Des émeraudes, un peu rubis, ouais. Hein? Même tant qu'à faire, vaudrait mieux en emmener un gros. Hein. Franchement, hein. C'est pour économiser. Il n'y a que les vapeurs, ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la poche? C'est bien le goût que j'avais. C'est pour ça qu'on fait ça. Et ça, c'est la soupe, c'est pas la soupe. C'est la gourde qui a une drôle de couleur. C'est de l'eau chaude. Bah, il est peut-être dégueulasse à l'intérieur. Voilà, il est usé. Voilà. On va voir. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas de souillette. J'ai pas de souillette. Ouais, il faut laisser macérer. Oui, un petit peu. C'est un grand connaisseur. Connaisseur de thé là aussi, devant les biens. Ah, ça y est. T'as même le poisson avec. Réveil au chant du coq,
Les femmes s'activent près de la fontaine à leur toilette et ramènent de l'eau pour la cuisson du riz. « Café » nous dit le propriétaire. En fait, il nous convie à un petit déjeuner laotien. Riz, soupe vermicelle, épinards, thé et alcool de riz. Un grand moment d'observation entre nous. Bon, good. 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 Chef. Adieu l'ami Funouille, qui nous a servi 4 verres d'alcool de riz qui nous ont fait chaud au cœur. Nous sommes en forme pour cette petite randonnée en milieu humide que nous faisons en compagnie d'un guide du village. Compagnon. Ah, beau couple, hein. Viviane, ça insiste, hein. Oh, tiens, de lancer. Ils sont originaires de Chine, d'ailleurs la frontière chinoise est à quelques kilomètres du village. Ils sont animistes, donc ils enterrent leurs morts. En pioche dure. Nous reprenons notre piste pour Phongsali. Mais avant, un arrêt repas à Bunnea. Là pour une personne.
gourmand. 6. Oh, c'est bon. Ce sont des Chinois qui négocient le thé. Les villageois amènent leurs sacs, mais aujourd'hui, la dame chinoise a décidé de ne pas acheter pour faire descendre le prix d'achat. Ces jeunes femmes vont donc repartir dans leur village avec leurs sacs. Située à 1400 mètres d'altitude, avoisinant le mont Phufa, la montagne du ciel, la ville de Phongsali, la plus au nord du pays, semble hors du temps. C'est le carrefour incontournable de beaucoup de voyageurs à la recherche d'authenticité ethnique. Après 2 jours sans douche, il nous faut attendre 17 heures pour avoir de l'eau chaude, car du fait d'un niveau faible du barrage, l'énergie est limitée le soir de 17h à 21h. C'est pour ça qu'on revendique. Nous nous dirigeons vers Ben Saa où nous prendrons 2 pirogues pour descendre la Namu jusqu'à Mangkoa, où nous prendrons notre déjeuner puis nous repartirons avec une seule pirogue en direction de notre village d'accueil Ban Sopjam. Des Laotiens qui prennent leur petit déjeuner me convient à leur table. Je suis obligé de décliner leur aimable invitation. Comme ça, c'est mieux. Nous sommes partis pour 8 heures de navigation sur des pirogues rapides. En laotien, Nam veut dire rivière ou eau. La Namu prend sa source à la frontière chinoise et rejoint le Mékong au niveau des grottes de Paku, en amont de Luang Prabang. Pour aller dans le nord du Laos, il y a 2 possibilités. La piste que nous avons prise pour aller à Phongsali et la rivière par où nous descendons, c'est donc une véritable voie commerciale. L'agriculture représente environ 50% du PIB national,
Bien qu'en diminution, 63% en 1987, elle reste la principale source de revenus pour 80% de la population. Les cultures se répartissent en produits maraîchers, canne à sucre, maïs, coton, arachides, patates douces, tabac et bien sûr café. La production de riz est dominante, 3% du territoire, autosuffisance acquise de justesse. Sabadi. Sabadi.อย่าพอดีกลัวอย่ามาล่อต่อเดินอย่าเก่งเสริมใครหน้าอย่าเวียนมาหัวขัดใจหนีไปให้พ้นสายตาหนีไปหาคนหักใหม่Ce village est situé dans un cadre superbe. Un instant, je me dis, si le paradis c'est ça, je veux bien y adhérer. Mais encore, faut-il le mériter? Ces villageois vivent de tissage, notamment des écharpes. C'est une des dames qui a porté mon sac. Elle mérite bien que je lui en achète quelques-unes. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Nous sommes dans la maison du chef pour le bassi, appelé aussi soukouane. Cette cérémonie s'adresse aux esprits à l'occasion d'un mariage, d'une naissance, d'une maladie, d'un départ important ou pour honorer un hôte de passage. Durant la cérémonie, les participants se réunissent dans la pièce centrale de la maison où se trouve un plateau composé de feuilles de bananier et de fleurs autour duquel sont disposées des friandises et des bougies. Au sommet de la pyramide sont attachés de longs fils de coton blanc. Le maître de cérémonie, Mophone, allume les bougies et formule des vœux en pali, une langue sacrée du bouddhisme, et en lao. Ensuite, les participants coupent les fils et en nouent un morceau autour du poignet de chaque invité, en commençant par la personne en l'honneur de laquelle le bassi est organisé. L'invité tend la main droite, paume vers le haut, tandis que la gauche est à la verticale en signe de respect. บุญกองอีนายแสดงมันกินอะไรใช่น้ำแดงเป็นยังไงไปขนาดเที่ยงต้มวัด ความหลังไปแยกเอากันสิเปิดโลก Alors que mon colocataire est toujours dans les bras de Morphée, je pars à la découverte des activités matinales du village, rythmées par le pilon Harry. Notre première mission de ce matin est de visiter l'école et d'y apporter des fournitures scolaires. Cela va soulager nos sacs.
Bonjour mamie. Ça va dire. Ça y est, c'est l'heure du départ. La cône, les amis. On ne vous oubliera pas. Une demi-heure nous suffit pour arriver au rendez-vous avec un guide qui va nous amener à travers la jungle dans un village Hachmong, Benfayong, où nous passerons la nuit. Nous partons avec le sac à dos. Nos sacs restent dans le bateau. La moitié du Laos est encore couverte de forêts naturelles abritant une flore importante et diversifiée. Teck, palissandre, aréquier, bois de rose, pins et frangipaniers font partie de la végétation des hauts plateaux. Tant qu'à la faune, on compte encore quelques tigres, des léopards, des ours, des élans et des bovins sauvages. Nous ne voyons rien de tout ça. Nous sommes accueillis par le chef du village. La rando a été très dure sous la chaleur. Il y a 35 degrés à l'ombre. Le groupe s'est effiloché. Doucement, hein. Le jeu des élastiques. Celui qui renverse le paquet gagne les élastiques et les met autour de son poignet. C'est un signe de richesse.
cocktail Lao. Du sucre et citron. น้ำจ๊อกดื่มเพื่อสุขภาพสุขภาพเนี่ยครับผม Chez les Hmong, le mariage est possible dès 13-14 ans. La différence d'âge n'est pas un problème. La polygamie est acceptée à condition que l'homme soit suffisamment riche pour payer les compensations. Une fois mariée, la femme Hmong va vivre dans le village de son mari et doit s'occuper de ses parents jusqu'à la mort. D'une façon générale, les différentes tribus du Laos ne se marient pas entre elles. puis on va. Ça va aller. La Cône, les amis, vous resterez dans nos meilleurs souvenirs. Nous repartons avec notre guide en direction de la rivière par un autre chemin. Nous avons rendez-vous avec notre pirogue qui nous amènera à Nontiev où nous retrouverons la civilisation et son confort, douche, électricité et liaison téléphonique. Nous suivons des villageois qui partent au champ avec leur pique-nique, marmite de riz et bidon d'eau.
Vas-y. Fini la sieste dans le hamac. Pour occuper cet après-midi de libre, nous partons d'un pas alerte visiter une grotte. Cette grotte servit de repère et de siège au Fathet Lao, le parti national communiste, pendant la Deuxième Guerre d'Indochine. Sa situation et ses ouvertures permettaient de voir de loin. La piste Ho Chi Minh, qui permettait de ravitailler les partisans Viet Minh dans le sud du Vietnam, longeait la frontière à travers le Laos. C'est pour cette raison que ce pays fut un des plus bombardés au monde. Entre 1964 et 1969, les Américains effectuèrent 500 000 raids, soit une attaque toutes les 8 minutes. Actuellement, le déminage est toujours en cours. Encore? Ah, bien. Fais attention. C'est avec un bus tout neuf que nous retrouvons l'asphalte qui va nous amener à Luang Prabang pour 2 nuits. Arrêt ce midi pour visiter la grotte bouddhiste de Paku. Mais avant, petite pause dans un village où nous découvrons le travail des algues séchées à plat, agrémentées de sésame, d'ail ou de piment. Nous sommes sur le Mekong que nous traversons en quelques minutes pour accéder à un escalier qui nous amène à cette grotte
où sont entreposées environ 3000 statues à l'effigie de Bouddha de style Luang Prabang qui ont été déposées par les fidèles au fil des années. Alors que les locaux mangent leurs arachides crus, je déguste avec le batelier des fruits rouges très goûteux mais âpres. Cette petite ville, aujourd'hui de 70 000 habitants, fut la capitale du royaume de Langsan, million d'éléphants, au XIVe siècle. La ville portait alors le nom de Muang-Java. Son importance provenait de sa situation géographique, puisqu'elle occupait une position centrale pour le bouddhisme de l'époque et se situait en même temps sur la route de la soie. Elle changea de nom en 1560 pour devenir Luang Prabang, du nom d'une statue de Bouddha rapportée du Cambodge, lorsqu'il fut décidé de choisir pour capitale Vientiane, plus au sud, et donc plus éloignée des dangereux Birmans. Les siècles suivants furent beaucoup moins glorieux pour la ville, qui dut faire face à plusieurs crises politiques, puis à une domination thaï, et enfin à de nombreux pillages à la fin du XIXe siècle, qui ne s'achevèrent qu'à l'arrivée des Français en 1893. Ces derniers firent du Laos un protectorat jusqu'en 1953, date de l'indépendance du pays, qui devint finalement République populaire du Laos en 1975. Le roi Sisavanvong entreprit de reconstruire la ville dès la fin du XIXe siècle et lui rendit le statut de capitale religieuse et royale qu'elle garda jusqu'en 1946 lorsque Vientiane fut désignée comme capitale administrative.
Après un petit tour dans cette charmante ville, nous retrouvons le groupe pour partir en tuk-tuk. Arrêt au musée qui est l'ancien palais royal, nous laissons au vestiaire chaussures et caméras. Toute l'histoire du Laos est ici, ainsi que le Brabang, ce Bouddha en or de 40 kg qui fut offert par le roi Khmer Praya Sirishanta à Phagnum, fondateur du Langsang. Il fut construit en 1512 sur ordre du roi Visunarat. Incendié en 1887 par les Chinois, il a été reconstruit à l'identique. On peut observer le visage serein du grand Bouddha. Construit en 1882 par le roi Mang Taturat à proximité de l'hôtel principal des génies de la ville, Au Sua Mang. De chaque côté, deux statues représentant Ravana et Hanuman, deux des héros de l'épopée indienne de Ramayana. Édifié par le roi mécène Sai Setatira en 1560, un lieu somptueux au niveau artistique et architectural, la toiture est une structure complexe à pans superposés descendant presque au sol. Notre dernière visite sera pour ce mont sacré qui domine la ville à une altitude de 150 mètres. Mais il nous faudra monter une à une les 328 marches.
Allez. Oui, ça va, et vous? Patrick, regarde. Gentiment. Valérie, tu me regardes? À l'autre. Et le sourire de la patronne. Levé très tôt ce matin, car avant de partir de Luang Prabang, je souhaite impérativement assister au Tangbat. Au lever du jour, les moines drapés dans leurs robes en safran déambulent en file indienne, leur bol d'aumône accroché en bandoulière. Accroupis sur les trottoirs, les dévots attendent patiemment que les bons tendent leurs sibylles pour y déposer du riz ou d'autres denrées, voire des billets de banque. Chaque temple sort à son rythme.
C'est par avion que nous allons regagner la capitale vientiane, mais pour le moment un orage a retardé notre vol. J'en profite pour ramener un petit souvenir de ma charmante petite voisine. Le restaurant de ce soir est à notre charge. Super, nous avons trouvé un Français. Cette dernière journée est consacrée à la capitale et ses temples. Ici, il s'agit d'un monastère-palais. Il fut édifié pour abriter le fameux Bouddha d'émeraude qui prit la direction de Bangkok en 1779 suite à la défaite de l'armée Lao face aux Siamois. Ce temple récent fut construit au début du XIXe siècle. Il est le seul à ne pas avoir été détruit par les envahisseurs. Il fut fondé le jeudi 4 mars 1819 par Shao Anu, dernier roi de Vientiane. On peut y voir un cloître où sont entreposées plus de 2000 statuettes de Bouddha dans des niches, et une bibliothèque haute taille où étaient déposés les manuscrits. L'apparition du temple est très grande. C'est le monument le plus important du Laos, tant que par son histoire longue et mouvementée que par sa position géographique et sa symbolique actuelle. Le grand souverain bouddhiste indien Asoka serait à l'origine de sa fondation au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La tradition veut qu'un fragment de l'os iliaque de Bouddha aurait été déposé au cœur de l'édifice.
Il a été édifié au cours des années 1960 pour rendre hommage aux héros dont le sacrifice a contribué à l'indépendance nationale. chiều còn vương nắng để gió đi tìm vết bước chân em qua bao nhiêu lần, lời ru đàn tay buồn ngàn năm cho giá băng tuổi gầy nóng lên màu máu. Trời còn mây tím để lên lá khóc trên bi cho môi êm sầu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu nhạc thương cho gót giang sầu, giận hờn xin ngập lối đi. Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn đường hoang. Il contient le pilier carré fondateur de Vientiane, demeure de l'esprit protecteur de la ville. Sa forme phallique en fait un édifice lié au culte de la fécondité. Il est l'un des temples les plus fréquentés de la capitale. Il fut érigé en 1563 au moment de l'établissement du roi Seth-Tira. Và người tìm đến dòng hát mơ hồ, vết bước năm xưa nay vương âm thầm. Hàng cây mơ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình